des vétérans du vaudeville qui ont façonné leurs enfants en stars, aux magnates qui ont doté leurs familles de tous les talents imaginables. Certaines familles hollywoodiennes ont réussi non seulement à gagner leur place au firmament, mais aussi à améliorer leur héritage, génération après génération. Nous allons parler des 14 familles les plus importantes qui ont dominé l'histoire de l'ancien Hollywood, en se basant sur leur contribution à l'industrie, ainsi que sur l'étendue de leur influence aujourd'hui. La connexion Selznick-Meyer. David O. Selznick était destiné à la grandeur hollywoodienne, suivant les traces de son père, le producteur de films muets, Louis Selznick. Mais son ascension dans l'industrie ne reposait pas seulement sur le talent. Il s'agissait aussi de forger des alliances puissantes. En 1930, il a marqué l'histoire d'Hollywood en épousant Irene Meyer, la fille de nul autre que Louis B. Mayer, le légendaire directeur de MGM. La carrière de Selznick l'a mené de la Metro-Goldwyn-Mayer à la Paramount, puis à Radio Keith Orpheum, avant de revenir travailler aux côtés de son beau-père à la Metro-Goldwyn-Mayer en 1933, en tant que vice-président et chef de sa propre unité de production. Il a prospéré sous l'influence de Mayer. À l'époque, Mayer n'était pas simplement un dirigeant de studio. Il était une force de la nature. L'homme derrière la célèbre phrase « Plus d'étoiles qu'il n'y en a dans le ciel ». Il a même joué un rôle clé dans la formation de l'institution la plus prestigieuse d'Hollywood, réunissant 36 personnalités du secteur en 1927 pour créer l'Académie des arts et des sciences du cinéma, l'organisation derrière les Oscars. Mais Selznick avait ses propres ambitions. En 1935, il quittait MGM pour lancer son propre studio indépendant, Selznick International Pictures. Le pari s'avéra spectaculaire. Sous sa direction, le studio a produit des films emblématiques comme A Star is Born, Rebecca et Autant en emporte le vent, un film qui, ajusté pour l'inflation, reste le plus grand succès de tous les temps. Son héritage cinématographique s'est poursuivi avec son fils, Daniel Selznick, qui est également devenu producteur, assurant ainsi que le nom Selznick perdurerait à Hollywood pour les générations futures. La dynastie Coppola. L'arbre généalogique des Coppola s'étend largement, mais en son cœur se dresse le légendaire Francis Ford Coppola, un cinéaste qui a façonné Hollywood des années 70 comme nul autre. Il a redéfini le cinéma avec Le Parrain en 1972, Conversation secrète en 1974 et Apocalypse Now en 1979. 3 films qui ont changé à jamais la façon de raconter des histoires à l'écran. Au-delà de son propre travail, Coppola a joué un rôle crucial, en soutenant des grands noms du cinéma comme Akira Kurosawa et Jean-Luc Godard, grâce à son studio American Zoetrope, cofondé avec George Lucas en 1969. Son influence s'étend à travers les générations. Sa fille, Sofia Coppola, a fait ses débuts de réalisatrice avec Virgin Suicides, avant de remporter un Oscar pour l'écriture de Lost in Translation. Son fils, Roman Coppola, a remporté un Golden Globe pour sa réalisation, tandis que son défunt fils, Giancarlo Coppola, a laissé un héritage qui a continué avec sa fille, Gia Coppola, qui a réalisé Palo Alto en 2013. Mais la dynastie Coppola ne s'arrête pas là. La sœur de Francis, Talia Shire, est une actrice nommée aux Academy Awards et la mère de l'acteur Jason Schwartzman. Son frère, Auguste Coppola, s'est distingué en tant qu'universitaire et dirigeant dans le domaine du cinéma, et son fils n'est autre que l'acteur oscarisé, Nicolas Cage. Avec des liens avec des réalisateurs, des acteurs, des producteurs et des universitaires, les Coppola représentent peut-être le vivier de talents familiaux le plus diversifié de l'histoire d'Hollywood. Ce qui rend les Coppola vraiment remarquables, c'est la façon dont ils ont conservé leur esprit indépendant au fil des générations, travaillant souvent en dehors du système des studios pour créer des films personnels et artistiques, tout en réussissant commercialement et en recevant les éloges de la critique. De l'approche audacieuse de Francis pour financer Apocalypse Now aux études de personnages intimistes de Sofia, les Coppola ont constamment privilégié la vision artistique aux formules commerciales. Les frères Warner. Les frères Warner, Harry, Albert, Sam et Jack, ont construit l'un des premiers grands studios d'Hollywood, et croyez-le ou non, ils l'ont fait avec l'aide d'un chien. Après avoir officiellement constitué Warner Brothers en 1923, ils sont tombés sur un berger allemand dressé nommé Rin Tin Tin. Le chien est devenu une énorme star du box-office, apportant le Finan
Succès financier, ils devaient faire un saut audacieux vers l'avenir du cinéma. Ce saut est venu en 1927 avec The Jazz Singer, le premier long-métrage parlant. C'était un pari, mais cela a payé. Le succès du film a marqué le début de l'ère du son, consolidant Warner Brothers en tant que l'un des studios piliers d'Hollywood. Tout au long de l'âge d'or, Warner Brothers était l'un des 8 grands, façonnant l'industrie et transformant les acteurs sous contrat en légendes. Bette Davis, Humphrey Bogart et Errol Flynn, Casablanca, un tramway nommé Désir, My Fair Lady et Bonnie and Clyde ont tous porté le nom de Warner Brothers, cimentant ainsi sa place dans l'histoire d'Hollywood. Ce qui distinguait les Warner Brothers des autres studios était leur volonté de s'attaquer directement aux questions sociales. Tandis que d'autres studios se concentraient sur le glamour et l'évasion, Warner Brothers s'est fait connaître pour son réalisme brut dans des films comme Je suis un évadé et L'ennemi public. Leurs films de gangsters des années 1930 reflétaient les dures réalités de l'époque de la dépression, et cette approche socialement consciente est devenue une marque de fabrique de l'identité du studio. Aujourd'hui, le studio demeure l'un des plus puissants de l'industrie, avec l'héritage des frères vivant dans chaque film, portant le célèbre bouclier WB. Les frères Marx. Bien avant l'âge d'or d'Hollywood, les frères Marx, Groucho, Chico, Harpo, Zeppo et Gummo étaient déjà des stars. Ils ont commencé dans le vaudeville au début des années 1900, illuminant la scène avec leur esprit vif et leur comédie burlesque. Leur succès à Broadway a rapidement ouvert la porte à Hollywood, où ils sont devenus des pionniers de la comédie cinématographique au début du cinéma parlant. Les frères ont expérimenté les talkies avant de signer avec Paramount. Sous ce contrat, ils ont créé 3 des comédies les plus influentes de tous les temps. Monkey Business en 1931, Horsefeathers en 1932 et Duck Soup en 1933. Leur mélange caractéristique de répliques rapides, d'humour absurde et de satire sociale acérée a établi une nouvelle norme pour la comédie, influençant des générations d'artistes à venir. Chaque frère apportait une personnalité distincte à leur numéro. Groucho, avec sa moustache en faux noir, sa démarche voûtée et son cigare omniprésent, lançait des répliques mordantes à un rythme effréné. Chico a adopté un accent italien et s'est spécialisé dans les jeux de mots et les performances au piano. Harpo ne parlait jamais à l'écran, communiquant par des sifflements, des klaxons et son jeu virtuose de la harpe. Zeppo a d'abord servi de faire-valoir avant de quitter le numéro, tandis que Gummo est parti même avant le début de leur carrière cinématographique. Leur style anarchique était révolutionnaire, car ils ridiculisaient sans relâche les institutions sociales et les figures d'autorité pompeuses. Dans La soupe au canard, considéré comme leur chef-d'œuvre, ils tournaient en dérision la guerre, le nationalisme et le leadership politique à travers la nation fictive de Fridonia. Bien qu'initialement un échec commercial, le film est maintenant reconnu comme l'une des plus grandes comédies jamais réalisées. Même après leur époque cinématographique, l'héritage des Marx a perduré. Groucho s'est réinventé dans le monde de la radio et de la télévision, animant le quiz show bien aimé You Bet Your Life de 1947 à 1961. Sa répartie rapide et ses interviews avec des Américains ordinaires lui ont offert une seconde carrière aussi populaire que la première. Que ce soit sur scène, à l'écran ou sur les ondes, les frères Marx ont laissé un modèle comique qui façonne encore la comédie aujourd'hui, avec leur influence visible dans tout, de Monty Python à Saturday Night Live. La dynastie Barrymore. La dynastie Barrymore a commencé en 1874, lorsque Maurice Barrymore a quitté l'Angleterre pour New York, montant sur la scène de Broadway aux côtés de Georgiana Drew. Leur union en 1876 n'était pas juste un mariage. C'était la fondation d'une famille d'acteurs légendaires. Leurs 3 enfants, Lionel, Ethel et John Barrymore, ont chacun tracé leur propre chemin vers la célébrité, consolidant ainsi la place de la famille dans l'histoire du divertissement. La carrière de Lionel Barrymore s'est étendue sur des décennies, avec des performances remarquables dans Grain Hotel, Key Largo et La vie est belle, où il a interprété de façon mémorable le méchant Monsieur Potter. Il a même remporté un Oscar pour Every Soul en 1931, établissant ainsi la tradition des Oscars de la famille. Au-delà de la comédie, il était également accompli en tant que réalisateur, compositeur et artiste.
Ethel Barrymore est devenue une icône du théâtre, non seulement en tant qu'actrice célèbre, mais aussi en tant que fondatrice et soutien de l'Actors Equity Association. À ce jour, un théâtre de Broadway sur la 47e rue porte son nom, témoignage de son impact durable sur le théâtre américain. Sa présence imposante et sa voix distinctive ont fait d'elle une interprète redoutable, qui passait aisément de la comédie au drame. Puis il y avait John Barrymore, le plus grand acteur shakespearien de son temps, inspirant des légendes comme Laurence Olivier et Alec Guinness. Connu sous le nom de The Great Profile pour sa beauté saisissante, sa carrière cinématographique comprenait des classiques comme Dr. Jekyll et Monsieur Hyde en 1920, Sherlock Holmes en 1922 et Don Juan en 1926. Ses performances ont établi une nouvelle norme pour le jeu d'acteur à l'écran, s'éloignant du style exagéré des films muets pour adopter une approche plus naturaliste. L'héritage ne s'est pas arrêté là. Le fils de John Drew Barrymore, a suivi ses traces, mais le flambeau brûle maintenant plus brillamment avec sa petite-fille, Drew Barrymore. Actrice, productrice et réalisatrice, elle a joué dans plus de 50 films et dirige sa propre société de production, Flower Film. Son parcours de star enfantine dans E.T. à héroïne de comédie romantique, puis à productrice respectée, démontre la remarquable capacité de la famille Barrymore à évoluer avec les temps changeants, tout en maintenant leur pertinence artistique. De la scène au grand écran, les Barrymore restent l'une des dynasties les plus durables d'Hollywood. L'héritage des Fonda. L'héritage Fonda commence avec Henry Fonda, une icône hollywoodienne dont la carrière a couvert plus de 80 films. Faisant ses débuts en 1935, il est rapidement devenu l'incarnation du héros américain, jouant dans des classiques comme Les raisins de la colère en 1940 et La poursuite infernale en 1946. Ses performances étaient caractérisées par une dignité tranquille et une force morale qui résonnait avec le public. Malgré des décennies de performances acclamées, il n'a remporté son premier Oscar du meilleur acteur qu'à l'âge de 76 ans pour La Maison du Lac en 1981, où il partageait l'écran avec sa fille, Jane Fonda. Cette collaboration père-fille est devenue l'un des moments les plus poignants d'Hollywood, alors qu'Henry a remporté son Oscar tant attendu peu de temps avant son décès. Jane Fonda a tracé son propre chemin comme actrice principale dans des succès comme Pieds nus dans le parc en 1967 et Barbarella en 1968, remportant plus tard 2 Oscars pour Clout en 1971 et Retour en 1978. Au-delà d'Hollywood, elle est devenue une militante politique pionnière et une icône féministe, utilisant sa plateforme pour défendre le changement social et les droits des femmes. Sa carrière a démontré une résilience remarquable, s'étendant des années 1960 à aujourd'hui. Son frère, Peter Fonda, a emprunté une voie différente, devenant une figure clé du mouvement contre-culture des années 1960. Il a coécrit, produit et joué dans le film révolutionnaire Easy Rider en 1969, qui a révolutionné le cinéma américain avec sa représentation authentique du mouvement de jeunesse de l'époque et son style de réalisation expérimentale. Il a ensuite obtenu une nomination aux Oscars pour Ulysse Gold en 1997, prouvant le talent de Fonda pour la réinvention. L'héritage des Fonda se poursuit dans une 3e génération. Le fils de Jane, Troy Garrity, et la fille de Peter, Bridget Fonda, ont tous deux suivi la tradition familiale. Bridget s'est distinguée dans des films comme Single White Female et Point of No Return, tandis que Troy a construit une carrière respectée dans le cinéma et la télévision. À travers 3 générations, les Fonda ont incarné l'évolution du cinéma américain. Du héroïsme hollywoodien classique de Henry aux travaux révolutionnaires des années 1960 de Jane et Peter, jusqu'aux contributions de leurs enfants au cinéma contemporain. Maintenant le nom Fonda, vivant à Hollywood. Le couple puissant Fairbanks-Pickford. Le premier couple puissant d'Hollywood, Douglas Fairbanks et Mary Pickford, étaient des figures plus grandes que nature à l'ère du cinéma muet. Fairbanks, connu comme le roi d'Hollywood, est devenu célèbre pour ses rôles de cape et d'épée dans The Mark of Zorro en 1920, The Thief of Baghdad en 1924 et Robin Hood en 1922. Son talent athlétique et sa présence charismatique à l'écran ont fait de lui l'une des premières stars d'action du cinéma, en réalisant
lors de ses propres cascades avec un style acrobatique qui a ébloui le public. Pickford, la chérie de l'Amérique, venait d'une famille d'acteurs et a aidé à révolutionner l'industrie cinématographique en exigeant que les acteurs soient crédités par leur nom. Avant Pickford, les studios de cinéma n'identifiaient généralement pas leurs interprètes, les traitant comme des employés interchangeables. Son insistance sur la reconnaissance et une rémunération équitable a contribué à établir le système de stars qui définirait Hollywood pour les décennies à venir. Ses boucles dorées et son charme innocent la rendaient adorée dans le monde entier, mais son sens des affaires était tout aussi impressionnant. Ensemble, avec Charlie Chaplin et D.W. Griffith, le couple a cofondé United Artists en 1919, prenant le contrôle de leur propre travail en dehors du puissant système de studio. Ce geste révolutionnaire a donné aux artistes un contrôle sans précédent sur leur carrière et leur production créative, remettant en question les pratiques monopolistiques des premiers studios hollywoodiens. Leur domaine Pickfair à Beverly Hills est devenu le centre de la société hollywoodienne, accueillant tout le monde, d'Albert Einstein à F. Scott Fitzgerald. Il faisait également partie des 36 fondateurs originaux de l'Académie des arts et des sciences du cinéma en 1927, Fairbanks en étant le premier président. Leur implication a contribué à établir la légitimité de cette nouvelle organisation qui allait créer les Oscars. Leur héritage s'est poursuivi à travers Douglas Fairbanks Jr., le fils de Fairbanks issu d'un mariage précédent, qui a lui-même eu une carrière réussie à Hollywood. Aux côtés de son épouse, Joanne Crawford, il est devenu un autre couple puissant de leur époque. Bien que leur mariage de conte de fées se soit finalement terminé par un divorce, car la transition vers le cinéma parlant s'est avérée difficile pour leurs carrières respectives, l'impact de Fairbanks et Pickford sur les débuts d'Hollywood ne peut être surestimé. Ils n'ont pas simplement fait des films, ils ont construit les bases mêmes de l'industrie cinématographique américaine. La famille Garland-Minelli. Peu de familles hollywoodiennes sont aussi emblématiques que la dynastie Garland-Minelli. Vincent Minnelli a passé 26 ans à réaliser certaines des comédies musicales les plus appréciées de MGM, dont Un Américain à Paris en 1951, Tous en scène en 1953 et Gigi en 1958, qui lui a valu un Oscar. Son sens visuel et son expérience dans le théâtre ont apporté une esthétique picturale à la comédie musicale hollywoodienne, élevant le genre à de nouveaux sommets artistiques. Sa collaboration la plus célèbre a eu lieu en 1944 avec Meet Me in St. Louis, où il a rencontré et plus tard épousé sa vedette, Judy Garland. Garland avait déjà marqué l'histoire à ce moment-là, ayant été engagée par MGM à seulement 13 ans. À 16 ans, elle avait obtenu le rôle qui allait définir sa carrière, Dorothy dans Le Magicien d'Oz. Son talent vocal extraordinaire et sa profondeur émotionnelle ont fait d'elle l'une des artistes les plus appréciées de sa génération, bien que ses luttes contre la pression des studios et ses démons personnels soient devenues tout aussi légendaires. Elle et Minnelli ont été mariés pendant 6 ans et ont eu un enfant, Liza Minnelli, née en 1946. Liza a fait sa première apparition à l'écran à seulement 3 ans aux côtés de sa mère, dans The Good Old Summertime. Elle s'est ensuite démarquée de l'ombre de ses parents, remportant un Oscar pour Cabaret et atteignant le rare statut EGOT, gagnant un Emmy, un Grammy, un Oscar et 4 Tony Awards, un témoignage de son incroyable polyvalence en tant qu'artiste. L'héritage Garland-Minelli représente à la fois le glamour et les difficultés de l'âge d'or d'Hollywood. Les films de Vincent Minnelli incarnaient l'usine à rêves dans sa forme la plus magique, créant des mondes de couleurs et de musique qui continuent d'enchanter le public. Les performances puissantes de Judy Garland et ses luttes tragiques ont mis en lumière le coût humain de la célébrité, tandis que les triomphes de Liza Minnelli ont montré comment le talent pouvait surmonter même l'héritage familial le plus redoutable. Leur influence combinée couvre l'évolution de la comédie musicale hollywoodienne, de son âge d'or chez MGM à sa renaissance influencée par Broadway dans les années 1970. La vulnérabilité émotionnelle que Judy apportait à ses performances, l'innovation visuelle que Vincent apportait à sa mise en scène, et l'énergie théâtrale que Liza apportait à ses travaux sur scène et à l'écran, ont collectivement façonné notre compréhension du divertissement à son plus puissant et personnel. La famille Houston. Le nom Houston est synonyme d'excellence à Hollywood, s'étendant sur 4 générations. Tout a commencé avec Walter Houston, une star des premiers films parlants, qui a remporté un Oscar pour
Le trésor de la Sierra Madre en 1948, réalisé par son fils John. Cela a fait d'eux le premier duo père-fils à remporter des Oscars pour le même film, établissant un précédent pour la collaboration familiale à Hollywood. John Huston est devenu l'un des réalisateurs les plus légendaires d'Hollywood, ayant réalisé Le Faucon Maltais en 1941, La Reine africaine en 1951 et Les Désaxés en 1961. Sa vie personnelle aventureuse, en tant que boxeur, officier de cavalerie et chasseur de gros gibier, a influencé sa cinématographie, souvent centrée sur des quêtes ambitieuses et l'ambiguïté morale. Il a remporté 2 Oscars et a ensuite dirigé sa fille, Anjelica Huston, vers sa propre performance primée aux Oscars dans l'honneur des prix Dee en 1985. Le demi-frère d'Anjelica, Danny Huston, a connu une carrière d'acteur réussie en travaillant avec des réalisateurs comme Martin Scorsese, Sofia Coppola, Tim Burton et Ridley Scott. Sa présence imposante et sa voix distinctive ont fait de lui un acteur de caractère recherché, tant dans les films indépendants que grand public. Pendant ce temps, son frère, Tony Huston, s'est tourné vers l'écriture de scénarios, obtenant une nomination aux Oscars pour The Dead en 1987, adapté de la nouvelle de James Joyce et réalisé par leur père dans son dernier film. La tradition familiale se poursuit avec le fils de Tony, Jack Huston, qui est passé sous les projecteurs avec des rôles dans Boardwalk Empire et American Hustle, garantissant que le nom Huston reste une force à Hollywood. Les performances de Jack dans des films d'époque ont démontré sa capacité à capturer le talent familial pour des personnages complexes et moralement ambigus. Ce qui rend la famille Huston remarquable, c'est leur capacité constante à évoluer avec les temps changeants, tout en conservant une sensibilité artistique distinctive. De l'ère du système des studios de Walter, en passant par les productions indépendantes de John, jusqu'aux perspectives féministes d'Anjelica et au travail contemporain de Jack, les Huston sont restés pertinents en combinant l'artisanat classique avec les sensibilités modernes. Leur œuvre collective représente un siècle de cinéma américain, chaque génération ajoutant de nouvelles dimensions à l'héritage artistique de leur famille. L'héritage Fisher-Reynolds. Quand le musicien et acteur Eddie Fisher a épousé l'actrice Debbie Reynolds en 1955, ils formaient un couple en or. Eddie, en tant que roi des charts pop des années 50, était au sommet de sa carrière de crooner. Et Debbie, venant de jouer son rôle révélateur acclamé dans Chantons sous la pluie en 1952, était une nouvelle starlette. Leur mariage fut une sensation médiatique, célébré comme l'union de 2 des jeunes artistes les plus aimés d'Amérique. Tout s'est terminé rapidement cependant, lorsque, en 1959, Eddie a commencé une liaison avec, et a finalement épousé, l'amie de Debbie, Elizabeth Taylor. Le scandale a dominé les gros têtes et a changé à jamais la trajectoire des 3 carrières. La carrière d'Eddie ne s'est jamais vraiment remise du contre-coup qui a suivi, et Debbie, qui allait poursuivre une carrière florissante au cinéma et sur scène, y compris un rôle nommé aux Oscars dans The Unsinkable Molly Brown en 1964, a eu du mal à se défaire de son image de femme abandonnée. La fille d'Eddie et Debbie, Carrie Fisher, a commencé sa carrière d'actrice à 18 ans dans Shampoo et a tenu l'un des rôles les plus emblématiques de l'histoire en tant que princesse Leia dans la série Star Wars. Au-delà de la comédie, elle s'est imposée comme une écrivaine brillante et une artiste de scène, connue pour son esprit vif et son honnêteté sans faille concernant ses luttes personnelles. Ses mémoires, romans et spectacles en solo ont révélé le côté sombre de sa jeunesse sous les projecteurs d'Hollywood, tout en mettant en valeur sa remarquable résilience et son humour. Le frère de Carrie, Todd, est producteur et directeur de la photographie, et il gère également le reste de la vaste collection de souvenirs de cinéma de leur mère. Les demi-sœurs de Todd et Carrie, Joely et Tricia Leigh Fisher, sont actrices et chanteuses, poursuivant la tradition créative de la famille dans divers domaines artistiques. La fille de Carrie, Billie Lourd, poursuit maintenant la tradition familiale avec une carrière d'actrice prometteuse, incluant un rôle dans les nouveaux films Star Wars aux côtés de sa mère, un émouvant passage de témoin entre les générations. L'héritage des Fisher-Reynolds englobe l'évolution de Hollywood sur 7 décennies, des derniers jours du système des studios à la réalisation de franchises modernes, chaque génération naviguant les complications de la célébrité tout en maintenant leur intégrité artistique.
et le lien avec l'histoire remarquable de leur famille. La famille Douglas. Kirk Douglas était l'un des acteurs principaux les plus emblématiques d'Hollywood, connu pour ses performances intenses dans des westerns et des films de guerre des années 1950. Ses traits ciselés, sa voix distinctive et son style de jeu explosif le rendaient instantanément reconnaissable, tandis que sa représentation de personnages complexes, souvent moralement ambigus, a contribué à inaugurer une nouvelle ère de profondeur psychologique dans le cinéma américain. Mais son influence s'étendait au-delà du jeu d'acteur. Il a défié le système des studios en fondant Bryna Productions en 1955, produisant 19 films, y compris des collaborations avec Stanley Kubrick. Cette démarche vers la production indépendante lui a donné le contrôle créatif à une époque où la plupart des acteurs étaient encore liés par des contrats de studio restrictifs. Kirk a également joué un rôle clé dans la rupture de la liste noire d'Hollywood, en attribuant à l'écran le crédit du scénariste Dalton Trumbo pour Spartacus, aidant ainsi à mettre fin à une époque où les communistes présumés étaient interdits de travail dans l'industrie cinématographique. Son héritage est passé à son fils, Michael Douglas, qui est devenu une grande star à part entière. Michael a non seulement produit le film récompensé par un Oscar vol au-dessus d'un nid de coucou en 1975, mais a également remporté des prix Academy, Golden Globe, Emmy et Sage tout au long de sa carrière d'acteur. Ses performances dans des films comme Wall Street et Fatal Attraction ont défini les années 1980, tandis que son travail ultérieur dans des projets comme The Kominsky Method a démontré sa remarquable longévité en tant qu'interprète. Michael a collaboré avec son frère, le producteur Joel Douglas, sur À la poursuite du diamant vert en 1984 et Le diamant du Nil en 1985, faisant de la production cinématographique une affaire de famille. La philosophie de production des Douglas associait souvent un attrait commercial à une pertinence sociale, créant ainsi un divertissement qui suscitait également la réflexion et la discussion. En 2003, la famille Douglas s'est réunie à l'écran pour It Runs in the Family, avec Kirk, Michael, la femme de Kirk, Diana, et le fils de Michael, Cameron Douglas. Ce projet multigénérationnel symbolisait le lien durable de la famille avec Hollywood et entre eux. Tout au long de leur carrière collective, les Douglas ont démontré une capacité remarquable à maintenir à la fois la viabilité commerciale et l'intégrité artistique, prouvant que Hollywood est véritablement dans leur sang, un héritage de talent, de détermination et d'innovation qui s'étend sur plus de 7 décennies de cinéma américain. La famille Redgrave. La famille Redgrave compte 4 générations d'acteurs, à commencer par la star du cinéma muet Roy Redgrave et son fils Michael, connu pour son large travail théâtral, ainsi que pour sa nomination aux Oscars pour Morning Becomes Electra en 1947. La formation théâtrale de Michael et son approche classique du jeu ont établi une base d'excellence qui influencerait toutes les générations futures de Redgrave. La 3e génération est peut-être la plus connue, y compris la fille de Michael, Vanessa Redgrave, avec des victoires aux Oscars, Emmy, Tony, BAFTA, Sage et Golden Globe à son actif. Ses performances allient une maîtrise technique à une authenticité émotionnelle, faisant d'elle l'une des actrices les plus respectées de sa génération. Le fils de Michael, Corin, était un acteur et un activiste politique qui a mis en avant le plaidoyer passionné de la famille pour les causes sociales. Sa sœur, Lynn, était une actrice nommée aux Oscars et aux Golden Globes, connue pour sa polyvalence dans la comédie et le drame. La fille de Vanessa, Natasha Richardson, a mené la 4e génération en tant qu'actrice primée aux Tony Awards, dont la carrière prometteuse a été brutalement interrompue par un accident tragique. L'autre fille de Vanessa, Joely Richardson, poursuit une carrière florissante d'actrice dans le cinéma, la télévision et le théâtre. Son fils, Carlo Nero, a travaillé comme réalisateur et scénariste, étendant l'influence de la famille derrière la caméra. La fille de Corin, Gemma Redgrave, a également joué régulièrement dans des productions cinématographiques, télévisuelles et théâtrales, veillant à ce que le nom Redgrave reste en vue dans le divertissement contemporain. Ce qui distingue la famille Redgrave, c'est leur engagement envers un art politiquement engagé. Du militantisme franc de Vanessa à l'engagement politique de Corin, les Redgrave n'ont jamais séparé leurs activités artistiques de leurs convictions sociales. Cela a parfois suscité la controverse. Les déclarations pro-palestiniennes de Vanessa lors des Oscars de 1978 ont suscité à la fois critique et admiration. Mais cela a établi la famille comme des artistes de principe
ainsi que le talent. L'approche Redgrave de l'art dramatique, caractérisée par une rigueur intellectuelle, une profondeur émotionnelle et une conscience sociale, a influencé des générations de comédiens. Leur œuvre collective s'étend de Shakespeare au drame contemporain, de Hollywood au cinéma indépendant, du West End à Broadway, un témoignage de leur extraordinaire polyvalence et de leur pertinence durable à travers un siècle d'art dramatique. La famille Zanuck. Darryl F. Zanuck a commencé sa carrière en écrivant des scénarios chez Warner Brothers dans les années 1920, avant de se séparer pour cofonder 20th Century Pictures Inc. en 1933. En 2 ans, la société de Zanuck avait battu des records au box-office avec 18 de ses 19 films sortis, et elle est devenue le studio indépendant le plus prospère à Hollywood. Zanuck et son cofondateur ont acheté Fox Film Corp en 1935 et ont formé la 20th Century Fox. Zanuck a quitté momentanément le studio en 1956 avant de revenir pour redresser la production célèbrement défaillante de Cléopâtre de 1963, qui a presque conduit le studio à la faillite. Sa capacité à gérer à la fois les aspects créatifs et commerciaux de la réalisation de films l'a rendu particulièrement efficace pendant la transition d'Hollywood, de l'ère des studios à l'industrie plus fragmentée des années 1960. Son fils, Richard D. Zanuck, a travaillé avec son père au studio pour attirer de nouveaux succès et talents, découvrant Francis Ford Coppola, menant Robert Altman à la célébrité, et soutenant des succès colossaux comme La planète des singes en 1968 et La mélodie du bonheur en 1965. Cette collaboration père-fils représentait une transmission réussie du flambeau entre les générations hollywoodiennes, combinant l'expertise classique de studio de Darryl avec les sensibilités plus contemporaines de Richard. Le jeune Zanuck s'est séparé de la 20th Century Fox en 1972 pour former sa propre société de production chez Universal Pictures, qui a produit 2 des premiers films de Steven Spielberg en tant que réalisateur, dont Les Dents de la Mer en 1975, ainsi que des succès comme Cocoon en 1985 et Miss Daisy et son chauffeur en 1989. Son instinct pour identifier à la fois le potentiel commercial et le mérite artistique a fait de lui l'un des producteurs les plus prospères d'Hollywood pendant une période de changement rapide dans l'industrie. Le fils de Richard, Dean, dirige maintenant le studio de production de son père, la Zanuck Company, garantissant que le nom de famille continue d'influencer le cinéma américain. L'héritage Zanuck représente l'évolution d'Hollywood sur près d'un siècle, depuis les débuts du cinéma parlant à l'âge d'or du système des studios, jusqu'à l'ère des blockbusters et au-delà. Leur influence collective a façonné la manière dont les films sont produits, commercialisés et distribués, faisant d'eux l'une des dynasties les plus durables et adaptables de l'industrie. La famille Sheen-Estevez. Le jeu d'acteur est profondément ancré dans la famille Sheen-Estevez, dirigée par Martin Sheen, dont la carrière a décollé avec des rôles emblématiques dans Badlands et Apocalypse Now. Des décennies plus tard, il est devenu un nom familier en incarnant le président Josiah Bartlet dans The West Wing, apportant gravité et complexité morale à l'un des présidents fictifs les plus aimés de la télévision. Né Ramon Antonio Gerardo Estevez, la décision de Martin d'adopter un nom de scène tout en préservant l'héritage de sa famille reflète la navigation complexe de l'identité à laquelle de nombreux acteurs hispaniques faisaient face à Hollywood. Mais Martin n'était pas la seule star de la famille. Ses 4 enfants, Charlie Sheen, Emilio Estevez, Ramon Estevez et René Estevez, ont tous suivi ses traces. Emilio a choisi de garder le nom de famille d'origine et est devenu une figure majeure du Brat Pack des années 1980, jouant dans The Breakfast Club et St. Elmo's Fire, avant de diriger la franchise Mighty Ducks et de passer à la réalisation. Son travail derrière la caméra, y compris des films comme Bobby, explore souvent des thèmes sociaux et historiques qui reflètent l'engagement politique de la famille. Charlie Sheen est devenu l'une des plus grandes stars de cinéma de la fin des années 1980 et 90, avec Wall Street et la franchise Hot Shots. Plus tard, il a fait l'histoire en devenant l'acteur le mieux payé à la télévision, gagnant $1 800 000 par épisode pour Two and a Half Men. Sa personnalité publique tumultueuse et son départ dramatique de la série en 2011 sont devenus l'un des tournants de carrière les plus discutés à Hollywood. Ramon et René Estevez ont maintenu des carrières plus discrètes dans l'industrie, avec Ramon travaillant en tant qu'acteur et réalisateur, tandis que René,
René est apparu dans de nombreux films et émissions de télévision, y compris aux côtés de son père dans The West Wing. Les niveaux de célébrité variés de la famille illustrent les différents chemins possibles, même au sein d'un même foyer hollywoodien. La famille Sheena Estevez se distingue par leur volonté de s'engager avec les enjeux sociaux et politiques à travers leur travail. Le militantisme de longue date de Martin a influencé l'approche de ses enfants vis-à-vis de l'industrie, en particulier Emilio, dont les efforts de réalisateur abordent souvent des événements historiques et des mouvements sociaux. Malgré les hauts et les bas de leurs carrières individuelles, la famille a maintenu une résilience créative qui perpétue l'héritage Sheena Estevez à Hollywood. Si vous avez apprécié ce regard derrière les cordes de velours des clans les plus influents de Tinseltown, ne gardez pas le secret hollywoodien. Cliquez sur le bouton « J'aime », partagez avec vos amis cinéphiles et abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'histoires fascinantes de l'âge d'or du cinéma et au-delà. Commentez ci-dessous quelle dynastie familiale hollywoodienne vous fascine le plus. Peut-être que votre curiosité inspirera notre prochain épisode. D'ici là, gardez le popcorn au chaud et le projecteur en marche. Le spectacle ne s'arrête jamais quand vous faites partie de notre famille du grand écran.